Voilà, on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré à la restauration collective, zéro déchet, zéro plastique, organisé par la métropole du Grand Paris. Donc, je suis Pierre, je travaille pour Circulaire, je suis responsable de l'accompagnement des territoires et nous allons co-animer ce webinaire avec ma collègue Tissa et Stéphanie Morisset, qui est chargée de mission économie circulaire et ESS à la métropole du Grand Paris. Et Stéphanie, je te laisse tout de suite la parole pour introduire ce webinaire. Stéphanie, c'est à toi. Alors peut-être que... Il faut qu'elle mette le son. Super, apparemment, merci beaucoup. Voilà, Stéphanie, Merci. peut-être que ton écran est coupé. Voilà, c'est bon. Merci Pierre, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir aussi nombreux cet après-midi pour ce webinaire. C'est le premier d'une série de webinaires que la métropole lance avec Circulaire pour les collectivités métropolitaines, pour toutes les entreprises du territoire et plus globalement pour toutes les bonnes volontés en faveur de l'économie circulaire. L'idée de cette série de webinaires, c'est de vous aider à mettre à jour vos connaissances en matière d'économie circulaire, à découvrir de nouveaux acteurs sur le sujet et de vous permettre d'écouter leur expertise, le partage de savoir. Ce partage de savoir, c'est une démarche que la métropole avait lancée dès sa création, avec des visites de sites sur tout le territoire de la métropole. Par exemple, on est allé dans le nord de Paris, visiter un chantier en béton de chanvre, on est allé rendre visite aux alchimistes à l'île Saint-Denis pour comprendre comment fonctionne un site de compostage, on est allé rendre visite à l'entreprise d'insertion Tricycle à Gennevilliers pour voir comment ils donnent une seconde vie au mobilier de bureau. Le but, c'est vraiment de vous permettre d'accéder à l'expertise opérationnelle de tous ces sachants en matière d'économie circulaire. D'ailleurs, si vous avez des sites à suggérer pour nos prochaines visites sur le territoire métropolitain, n'hésitez pas à nous les poster dans le chat. On regardera ça avec la plus grande attention pour nos prochains webinaires. Évidemment, pour l'instant, ce n'est pas prudent de faire ces visites en présentiel sur le terrain, donc on vous propose des versions 2.0 en ligne en attendant d'avoir tous le plaisir de se retrouver en vrai. Quelques mots sur le sujet d'aujourd'hui. On a choisi de parler de restauration collective pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ce sont des bonnes pratiques en matière de restauration collective peuvent avoir un impact considérable sur le territoire en termes de volume de déchets produits et mobilités, en termes sanitaires aussi, on en parlera dans un instant. Et deuxième raison, c'est que la restauration collective a fait l'objet de nombreuses évolutions législatives, réglementaires récemment. Donc on s'est dit avec Circulaire qu'un point sur toutes ces nouvelles obligations, ces nouvelles échéances, pourrait vous être utile. Et dernière raison pour ce choix, c'est que c'est à la fois un sujet qui concerne les collectivités avec la restauration scolaire et les entreprises avec la restauration des salariés. On va surtout parler de restauration scolaire cet après-midi, mais vous allez le voir, les enseignements de l'une sont tout à fait transposables à l'autre. Sujet d'importance pour les collectivités, donc, au point que c'est le sujet numéro 1 que les collectivités métropolitaines nous avaient remonté quand on a co-construit avec elles notre programme d'accompagnement aux achats circulaires et solidaires. C'est un programme gratuit pour toutes les collectivités métropolitaines. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à me contacter par email. Voilà, vous savez tout sur ce qui nous rassemble aujourd'hui. Je vais laisser Tissa vous annoncer le menu en détail. Merci Stéphanie. Oui, donc tu peux passer la slide, Pierre, comme ça les participants pourront voir l'agenda pendant que je le présente. Donc voilà, Stéphanie a introduit le webinaire et son contexte et donc l'idée c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un témoignage de Frédéric Souchet, directeur du CIRESCO, le syndicat le plus important en restauration collective en France. Et ensuite, nous aurons un moment dédié à usage avec François Satin qui nous parlera de la solution, qui nous parlera aussi de comment on peut envisager une transition
opérationnel en termes de restauration collective, zéro déchet, zéro plastique. Et comme le disait Stéphanie, on vous propose de faire une visite terrain virtuelle en vidéo pour remplacer le fait qu'on ne puisse pas aller sur le terrain en présentiel. Et puis enfin, on ne voulait pas avoir un webinaire seulement descendant, donc on a un temps d'échange avec vous où on pourra faire remonter vos questions aux intervenants et justement discuter de ces sujets qui sont au cœur de l'actualité et des enjeux pour la restauration collective. Et peut-être avant de se lancer, on vous propose de faire donc on va faire un rapide rappel des bonnes pratiques, même si vous devez déjà les connaître par cœur. Et puis on lancera un petit sondage pour savoir qui est avec nous cet après-midi. Donc comme je l'ai dit au départ, pour les premiers connectés, vous pouvez vous renommer en cliquant sur votre prénom. Vous pouvez mettre votre prénom, nom avec un slash et le nom de votre organisation pour faciliter les échanges. On vous invite également à couper votre micro quand vous n'avez pas la parole afin que le bruit soit le plus net possible. Et on vous invite à utiliser l'option converser ou chat selon la version que vous utilisez de Zoom pour poser vos questions, faire des remarques, partager des ressources. C'est vraiment le but de ce webinaire. Je vais proposer à Pierre de lancer un sondage pour savoir justement qui est avec nous cet après-midi, pour savoir quel type d'organisation vous représentez. Vous allez normalement avoir une petite box qui va apparaître devant vous et vous allez pouvoir sélectionner l'organisation que vous représentez. Donc, vous pouvez être une collectivité du Grand Paris, mais aussi une collectivité en dehors du Grand Paris, ou bien une entreprise, une solution circulaire, ou voire même d'autres types d'organisations. Là, on a déjà pas mal de réponses qui arrivent. On va pouvoir vous montrer les résultats. Super, et ben voilà, on voit qu'il y a beaucoup de collectivités du Grand Paris qui sont présentes, mais pas que, donc on a des participants assez représentatifs, donc c'est une bonne nouvelle. Et justement, avant de lancer officiellement l'intervention de Frédéric Souchet, on voulait vous demander aussi quel était votre niveau d'expertise sur le sujet qu'on va traiter ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire la restauration collective zéro déchet, zéro plastique. Donc là encore, vous allez avoir une petite box qui apparaît. Et justement, on cherche à savoir où vous en êtes pour aussi pouvoir adapter notre discours en retour. Donc là, je vois qu'il y a une majorité de réponses. On va pouvoir vous montrer les résultats. Voilà, donc une majorité d'entre vous, 50%, s'intéressent au sujet et donc en demande de précision, en demande de solution, de réponse. Donc c'est bien, ça veut dire que ce webinaire va vous servir et on est justement là pour ça. Donc je vais repasser la parole à Stéphanie et je vous souhaite un très bon webinaire avec nous. Stéphanie, tu peux peut-être activer ton micro de nouveau. On va y arriver. Un grand merci Tissa, un grand merci Pierre. Donc pour débuter ce webinaire, on accueille Frédéric Souchet, qui est directeur général du CIRESCO. Un grand merci à vous d'accepter de partager aujourd'hui votre expertise sur les grands enjeux autour du plastique en restauration collective. Quand on a préparé ce webinaire ensemble, on évoquait la fin du plastique à usage unique en restauration collective et vous me disiez, il y a l'usage unique, il y a le plastique, les deux sont problématiques. Donc, je vous laisse. Oui, donc dans votre question, il y avait quel est le plus à risque? Est-ce que c'est l'usage unique ou est-ce que c'est le plastique? Oui. J'ai réfléchi un peu à cette question et je crois que moi, je suis assez tranché. Je crois que le plus dangereux aujourd'hui, c'est quand même l'usage unique, puisque quelque part, il faut être lucide. Tout est sur le papier, tout est recyclable, mais en fait, peu est recyclé. Donc, si on regarde dans les faits et dans les coutumes d'aujourd'hui, l'usage unique prend une part importante de notre activité. Si on se dit simplement, c'est pas grave parce que c'est recyclable, tout va bien. Mais si on y regarde de plus près et qu'on se dit, oui, mais c'est recyclable, mais c'est pas recyclé,
ça commence à être dramatique. D'autant plus que pour avoir travaillé pas mal de fois avec des experts, des scientifiques, et je travaille de nouveau encore avec des scientifiques, on n'a pas assez de recul. On n'a pas assez de recul sur le plastique et les polymères, notamment en microparticules. Aujourd'hui, même un produit recyclé, il y a toujours des microparticules. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On sait que ça part en fumée, après que ça retombe certainement, ça peut retomber sur les terres agricoles, et après, ça va faire quoi? Ça va donner quoi? Ben, on n'en sait rien en termes de santé publique aujourd'hui. Donc, dans le cadre de l'incinération, vous évoquez les fumées, oui, etc. Dans le cadre de l'incinération. Donc, le plastique, lui, il a l'avantage d'être visuel. On voit tout de suite que c'est une vraie pollution, et c'est une pollution visuelle. On a bien compris aujourd'hui que c'était un des perturbateurs endocriniens qui avait une vraie incidence sur notre santé publique, sur pas mal. Enfin, ça avait une vraie incidence sur l'humain. Donc, moi, je crois que les deux sont un vrai combat. L'usage unique et le plastique, mais avec une vraie appréhension sur l'usage unique, parce que on ne sait pas tout, mais peut-être que l'usage unique sera pire que le plastique demain. Et puis, il faut quand même se le dire, un plastique qui est réemployable n'est pas forcément quelque chose de totalement inutile. Alors, bien évidemment, hein, en prenant en compte toutes les études sur les perturbateurs endocriniens. Oui, ça c'est effectivement un point important. Ceci n'est pas un webinaire 100% anti-plastique, on parle bien de l'usage unique et de la problématique des perturbateurs endocriniens. Il y a aussi énormément d'interrogations de la part des collectivités et d'autres structures qui nous écoutent sur le cadre réglementaire. On a parlé de la loi AGEC, de la loi EGalim. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? La loi AGEC, au 1er janvier 2022, donc dans la restauration collective, c'est principalement le point d'achoppement, c'est principalement sur le contenant réemployable pour le portage à domicile, pour une livraison de plus de 4 jours ou équivalent à 4 jours par semaine. Bon nombre de mes confrères, j'en connais très peu, qui ont trouvé la solution qui devra être effectif dans quelques mois. En ce qui concerne le CIRESCO, nous ne serons pas prêts au 1er janvier 2022 pour 2 raisons. Techniquement, c'est quand même très compliqué de récupérer des contenants chez les personnes âgées qui sont aujourd'hui habitués à de l'usage unique, qui souvent les conservent dans les placards, on ne sait pas pourquoi, mais ils les conservent à une hauteur indéfinie. Mais c'est très difficile, ça va être compliqué de les récupérer. Là, vous parlez du portage, là on est vraiment sur la restauration. Alors, sur la restauration collective, c'est majoritairement la loi EGalim qui est au 1er janvier 2025. Un peu plus de temps. En ce qui concerne le CIRESCO, bon nombre de villes membres, 19 villes membres, la majorité ne veulent pas attendre le 1er janvier 2025, puisque c'était inscrit, c'était bien ancré dans leur campagne électorale des dernières élections municipales, et ils considèrent que le 1er janvier 2025, c'est trop loin. Quand vous avez des unités de production comme au CIRESCO qui fait parfois 20 000 repas, parfois 15 000, la problématique, elle est quand même difficile à appréhender. Donc, ça fait, nous, plus de 2 ans qu'on y travaille. On y travaille encore, on fait bon nombre d'expérimentations et on se dirige vers le réemployable. Mais qui dit réemployable dit la problématique de récupérer les contenants, dit la problématique du poids, dit la problématique de la production, de la logistique. Et tout ça, toutes ces problématiques, au bout du bout, on trouve des solutions. Mais la problématique, au bout du bout, ça fait quand même bon nombre de centimes d'euros supplémentaires sur le coût de production et donc répercuté sur l'ensemble des collectivités territoriales. Vous évoquiez la problématique du poids, c'est-à-dire ?
Pour être concret, la majorité d'entre nous en restauration collective, on prend une barquette dite 1/3 qui fait à peu près 8 portions, 8 portions de viande ou de légumes. Elle pèse en général une 50aine de grammes. Si on prend l'équivalent sur un même contenant en inox, on est plutôt sur du 800 grammes. Si on prend le même contenant en verre, on est plutôt sur un poids d'1,4 kg, 1,5 kg. On a tous dans les collectivités territoriales des problèmes de TMS, de traumato-musculaires. Évidemment, à chaque fois qu'on on alourdit le poids de charge répétitif, la problématique va s'accentuer. C'est évident. Alors, comment on travaille sur le poids? On travaille sur de plus en plus de l'automatisation, mais avant, c'était simple de construire une cuisine. Les outils existaient avec de l'usage unique. Aujourd'hui, les outils n'existent pas. Ça veut dire qu'il va falloir les inventer de l'automatisation pour des contenants plus lourds et aller plus loin dans l'automatisation. C'est-à-dire qu'il va falloir quasiment inventer de l'automatisation du début de la chaîne jusqu'à la mise sur table des enfants. Donc, ça implique aussi plein de contraintes logistiques, je suppose. On ne parle pas de drones. Bien sûr, ça implique des problèmes de production, des problèmes de logistique. Et donc, aujourd'hui, on incite, nous, tous les acteurs qui construisent du matériel, de conditionnement ou qui construisent des contenants, à faire de la recherche et développement pour accentuer l'automatisation et surtout l'allègement du poids. Et en termes de… Je suppose que si je suis une collectivité que je veux passer vers quitter l'usage unique pour passer sur des contenants réemployables, il y a les contraintes de poids, il y a les contraintes de ce que ça impose sur le personnel, bien sûr, en termes de TMS. Je suppose qu'il y a des enjeux de prix aussi. Et bien sûr, hein. Bien sûr. Comment moi j'avance aujourd'hui? Tous les 15 jours, je fais une expérimentation avec des contenants réemployables sur une ville différente et sur des écoles différentes. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est sur une ville, sur une maternelle de 140 enfants, où l'office a été réduit à sa plus simple expression. Et en fait, il fait très peu de mètres carrés. C'est-à-dire que le lave-vaisselle, il est tout petit, on a à peine la place pour remettre en température. En fait, on voit bien que tout était étudié pour l'usage unique, mais en aucun cas pour stocker, la remise en température qui va directement sur la table, sur le nettoyage, sur le trempage, le nettoyage et la désinfection. Rien n'a été étudié dans ce sens-là. Cet office auquel je vous parle et auquel je suis confronté actuellement, il y en a plein, hein. Il y en a plein parce que toutes les écoles ont été étudiées sur de l'usage unique, sur de la liaison froide et de l'usage unique. Donc, on a réduit les espaces, on a réduit la masse salariale en réduisant le nombre de personnel. Aujourd'hui, avec le réemployable, où il va falloir stocker, porter, faire du trempage, nettoyer, désinfecter, on est tous bien embêtés. Mais c'est le prix à payer pour le bien-être de l'environnement. Hein. Et potentiellement de nos enfants aussi. Vous évoquez le coût en termes de main-d'œuvre. Je suppose aussi qu'il y a de l'investissement lié à l'achat des contenants. Oui, bien sûr. Hein. Alors, en théorie, un contenant inox qui aurait une durée de vie de 5 ans pourrait avoir un prix équivalent d'un contenant jetable. Ça, c'est de la théorie. Aujourd'hui, imaginez 2 secondes que vous ayez un contenant en verre qui ressemble à un joli plat comme à la maison. Nous, on a déjà fait l'expérimentation. On n'a jamais cassé un contenant en verre. Par contre, on en a vu beaucoup disparaître. Donc, ils ne tiendront jamais 5 ans. Ça, on en est certain.
Bon, effectivement, il faut se plonger dans le détail de toutes les problématiques opérationnelles. Exactement, c'est une des problématiques. Donc la vraie problématique, c'est comment aujourd'hui on va mettre des traceurs sur les contenants pour savoir à quel moment ils vont disparaître. Parce qu'il va falloir instaurer un système de consigne. Parce que ni une ville, ni une cuisine centrale pourra indéfiniment réacheter et réinvestir des contenants qui sont peut-être destinés à 5 ans, voire plus. Et donc, une fois qu'on a ces contenants lavables, réutilisables, oui. Je suppose que il y a des implications sur la production, sur le réchauffage. Est-ce que les collectivités vont devoir, et les entreprises vont devoir changer leurs machines, changer leur... C'est clair qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui ont des cuisines centrales qui sont déjà surexploitées, et il y en a beaucoup en Île-de-France, parce que la démographie a fait que celui qui a une cuisine de 10 ans d'ancienneté et qui a même prévu une petite marge, la plupart du temps, cette marge, elle est vite reprise. Aujourd'hui, les espaces nécessaires pour stocker en amont les contenants et après les nettoyer et les désinfecter sur le circuit final, c'est énorme en termes d'espace. C'est-à-dire que en ce qui concerne le Ciresco, nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de mettre des laveries, il va falloir les construire. Il va falloir les construire et diminuer quasiment d'un bon tiers nos productions. C'est-à-dire qu'une cuisine qui fait 20 000 aujourd'hui ne pourra faire demain que 13 à 14 000 maximum. Repas, vous disiez. Comment ? Oui, non, pardon. Donc on parle du lavage des contenants. Le Ciresco envisage de le faire en interne, mais il y a aussi des... pas forcément, pour l'instant, ce n'est pas tranché. Voilà, il y a aussi la possibilité de le faire en externe. Oui. Donc ça, c'est une question que j'aimerais bien vous poser et poser également à François Satin, qu'on va interviewer sur le même sujet dans un instant. Comment est-ce que vous, le Ciresco, vous allez accompagner les collectivités pour qu'elles déterminent la meilleure option pour elles entre lavage sur place, en satellite ou en externe? Alors, je crois que le lavage sur place, quoi qu'il arrive, pour les offices, et il y en a pas beaucoup, qui pourront faire un lavage, un nettoyage, une désinfection, quoi qu'il arrive, de toute façon, quand ça reviendra sur la cuisine centrale, il faudra de nouveau repartir sur un lavage, et nettoyage et désinfection. Donc ça, c'est dans nos process. Quoi qu'il arrive, une cuisine centrale ne pourra pas s'exempter d'une laverie. Donc, comment on imagine, comment on va déterminer si on externalise ou pas? Il y a deux critères essentiels. Le critère du prix, combien coûte une externalisation, combien coûte une autogestion de laverie avec les investissements, le fonctionnement, les ustensiles nécessaires pour le faire, et puis les lessivielles. Et puis, il y a aussi un aspect politique-social. Ça, c'est important pour les élus de savoir si on crée des emplois. Ça peut être à travers la création d'emplois solidaires au sein d'une collectivité territoriale. Ce n'est pas quelque chose de complètement déconnant. Mais ça, c'est vraiment un choix politique. On sait que certains élus sont plutôt favorables à l'externalisation et il y a certains élus qui ne sont pas forcément favorables à l'externalisation. Donc ça, c'est différent suivant chaque collectivité. Je ne peux pas répondre à la place des maires, moi. En tout cas, on proposera, nous, dans nos choix, on proposera bien évidemment un équilibre financier et une possibilité d'autogestion ou pas, d'externalisation. Voilà comment ça va se dérouler. Merci beaucoup, Monsieur Souchet. Je pense qu'on a fait le tour des grandes thématiques qu'on voulait aborder ensemble. Alors, on sait que c'était court et justement, le temps d'échange à la fin pourra permettre de faire remonter des questions issues du chat et pouvoir justement apporter quelques éléments de réponse en plus. Et je vais du coup
pouvoir introduire maintenant François Satin, qui est le directeur restauration collective chez Usage, une solution qui va vous être présentée en vidéo dans quelques instants. Et justement, l'idée, c'est d'évoquer les alternatives qui pourraient permettre de passer à la restauration collective vers le zéro déchet, en tout cas vers la fin de l'usage unique. Et ce, notamment en misant sur des solutions de réemploi des contenants. Et certains des participants en ont déjà parlé dans le chat, donc ça fait la liaison. Donc François, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Ok, super. Bonjour, rebonjour François. Et ben, je vais repasser la parole à Stéphanie pour qu'elle puisse justement vous poser une question miroir par rapport à celle qu'elle a pu poser à Monsieur Souchet juste avant. C'est à toi, Stéphanie. Oui, donc bonjour François. Même question que ce qu'on a posé à Monsieur Souchet. Pour le lavage des contenants, donc on peut se dire Usage, vous êtes un acteur de lavage industriel des contenants. Est-ce que vous êtes 100% pour le lavage externalisé du coup? Est-ce que vous pouvez accompagner une collectivité sur d'autres modalités? Alors, Usage est d'abord en fait un acteur du réemploi, c'est-à-dire que l'objectif de l'entreprise est de faire en sorte qu'on soit en capacité de supprimer l'usage unique dans différents types de restauration et d'éléments alimentaires. Donc, effectivement, dans la partie de la restauration collective et notamment scolaire, on a deux activités, une activité d'accompagnement des collectivités ou des entreprises pour réussir à passer au réemploi dans ce domaine de la restauration scolaire, et aussi une activité opérationnelle, effectivement, pour laver les éléments qui doivent l'être, donc les bacs inox, les bacs en verre, mais aussi parfois les caisses qui sont nécessaires pour le transport. Et donc, c'est sur cette dynamique, effectivement, qu'on s'inscrit aujourd'hui. Ce qui serait intéressant pour les participants du webinaire, je pense, ce serait de comprendre exactement où vous intervenez. Voilà, alors en termes opérationnels, évidemment, l'objectif pour nous, comme l'a indiqué M. Souchet, c'est de se positionner là où en ont besoin en fait les opérateurs, qu'ils soient privés ou publics, et donc de savoir comment on remonte en fait dans la boucle d'économie circulaire. Notre action, elle peut être très simple, c'est-à-dire faire en sorte de faire du lavage dans nos centres de lavage, aujourd'hui à Neuilly-sur-Marne, demain à Avignon en octobre, et ensuite sur le reste de la France sur 2021 et 2022. Donc, on peut être juste entre guillemets, opérateur de lavage directement chez nous. Et puis après, on peut remonter un petit peu dans la boucle, c'est-à-dire aller jusqu'en cuisine centrale récupérer ces bacs. Et puis, en fonction des attendus, comme l'a évoqué M. Souchet, c'est d'apporter des services complémentaires. On a évoqué tout à l'heure le stockage, qui est un vrai sujet, et puis également celui de la traçabilité qui est nécessaire pour protéger l'actif que représentent ces bacs. Oui, protéger l'actif, donc c'est-à-dire, c'est quoi? C'est des puces RFID, c'est des… Alors, il y a différents types effectivement d'approches. La puce RFID en fait partie, pour être en capacité notamment de faire ce qu'on appelle du multiscan, et donc de pouvoir attraper plusieurs bacs en même temps et de pouvoir les tracer. Et puis, comme ça a été indiqué par la ville de Meudon, c'est effectivement de savoir à quel moment on a positionné quel bac à quel endroit. Et donc ça, c'est déterminant pour pouvoir remonter la file et potentiellement comprendre à quel endroit il y a eu un défaut dans le système, pour le dire simplement. Très bien. Il y a Tissa qui démarre le partage d'écran. Voilà, parfait. Donc, pour expliquer très simplement, en fait, sur l'approche, en l'occurrence, qu'on peut mettre en œuvre ou qui peut être mis en œuvre dans le cadre du réemploi, c'est un peu ce qui a été évoqué tout à l'heure par Frédéric Souchet. C'est ce que vous voyez notamment en jaune, le lavage sur satellite et puis le retour effectivement des contenants qui reviennent en cuisine centrale. Et là, aujourd'hui, effectivement, compte tenu des conditions techniques qui sont très différentes d'un satellite à l'autre, la nécessité pour la cuisine centrale de procéder à nouveau, effectivement, une lavage désinfection avant de pouvoir utiliser en production. Inversement, si effectivement on va travailler un dispositif avec un acteur comme Usage, donc un acteur externalisé, nous, on est en capacité de récupérer des éléments sales, donc ce qui veut dire que effectivement, soit on les récupère par la cuisine centrale ou on va directement au satellite, même si c'est moins efficace en termes environnemental, d'impact environnemental. Nous, on va assurer évidemment ce lavage désinfection et retourner des contenants propres pour qu'ils puissent aller directement en production alimentaire chez l'opérateur. Merci beaucoup, François. Alors, pour ce premier temps
d'intervention. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un petit temps de respiration tous ensemble et de regarder la vidéo que nous avons réalisée justement pour ce webinaire en allant sur le centre de lavage d'usage à Neuilly-sur-Marne. On tient d'ailleurs à remercier Héloïse Rebel qui a monté cette vidéo pour la métropole du Grand Paris. Donc, je vais pouvoir la partager tout de suite. Donc, n'hésitez pas si jamais il y a un problème de son à le faire remonter. Alors, elle dure environ 3 minutes et je vais me mettre en grand écran et la lancer tout de suite. La mission d'usage, c'est de réussir en fait le réemploi des contenants alimentaires. Et pour ça, on met en place des stations de lavage dans l'ensemble de la France pour aider à laver des contenants. L'impact effectivement du plastique, il est déterminant aujourd'hui. Et c'est pour ça effectivement que les législateurs ont voulu changer les choses. Aujourd'hui, on peut se dire que par exemple, pour un collectif où il y aurait 70 000 prestations, c'est-à-dire repas pour les scolaires, ça représente à peu près 3 millions de barquettes à l'année. Et en termes de tonnage, c'est 142 tonnes. Donc demain, quand on réussit à passer du jetable au réemploi, bah, on évite ce tonnage de déchets. Quand on travaille en restauration scolaire, on est sur des grands bacs qui correspondent à l'alimentation des crèches, des maternelles, des primaires. Et pour ce faire, il faut que l'unité de production soit bien adaptée. Et donc nous, on va intervenir pour leur proposer de laver en fait leur contenant plutôt qu'ils le lavent en interne. Un des éléments déterminants, c'est évidemment la logistique. Et donc cette logistique, il faut qu'elle soit en proximité. Nous, on a pour habitude de dire qu'au-delà de 50 km, on est déjà un peu loin si on n'a pas les volumes escomptés. Plus on a de volume, plus potentiellement on peut gagner en distance pour aller chercher des éléments effectivement directement sur place. Globalement, cette transformation, elle est importante. On ne peut pas se leurrer, on change de type de contenant, on a des contenants qui sont plus lourds, donc ça a forcément des impacts. Ça a des impacts pour les équipes qui produisent, et donc quand on est en gestion directe, c'est très important, c'est ses propres salariés en fait, de la collectivité. Mais même quand on a un tiers, un acteur de la restauration collective qui intervient, eh bien on va quand même avoir des cantinières qui sont du personnel, et donc par conséquent, il faut aussi d'abord les accompagner. Donc ça nécessite évidemment d'abord un engagement politique, de se dire je veux y aller, je veux être dans la transformation. Participer à l'aventure d'usage, c'est effectivement extrêmement gratifiant parce qu'on sait qu'on agit directement pour l'environnement. On sait que nos actions, les actions que mènent nos clients, vont changer des choses en termes environnementaux. Et voilà. Alors, donc c'était une vidéo donc, de quasiment 3 minutes. On a aussi une version plus longue qui va un peu plus dans le détail opérationnel disponible. Et c'est des vidéos qui seront mises en ligne à la suite du webinaire. Et justement, pour creuser l'aspect opérationnel, on aurait aimé, François, donc, te poser une seconde question qui porte justement sur la transition opérationnelle d'un restaurant qui souhaite passer au réemploi. Et de savoir justement quelles sont les grandes étapes pour y parvenir. Alors, normalement, tu as désormais le partage d'écran disponible. Je vais vous laisser le faire, ça sera plus efficace maintenant que vous avez pris la main. Il faut d'abord penser qu'on ne parle pas de restaurant, mais on parle bien de cuisine centrale, d'opérateurs qui vont effectivement pouvoir mettre en œuvre des repas pour les scolaires. Et donc, la première des choses, c'est de bien appréhender en fait chacun des éléments, comme ça a pu être fait notamment dans le programme Récolim auquel on participait donc, et qui ont été initiés par le CIRESCO, le CIVURESC et le CIREC donc l'an passé. Et évidemment, l'élément qui va être déterminant, c'est de bien appréhender en amont les éléments d'impact. Et les premiers éléments d'impact, évidemment, c'est le choix du type de contenant en fonction de la manière dont on produit.
en fonction des opérateurs, ils ne produisent pas tous de la même façon. Et donc, par conséquent, les contenants qui vont être utilisés peuvent être différents. Si on prend typiquement les bacs en inox, en fonction de la manière dont on va produire, on va avoir des couvercles qui vont avoir des particularités assez différentes, c'est-à-dire avec joint, sans joint, avec valve, sans valve. Et ça va avoir des effets évidemment sur l'ensemble de la chaîne. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi la manière d'appréhender effectivement ce lavage. Donc, nous, on a cette capacité aujourd'hui sur Neuilly-sur-Marne et qu'on va mettre en œuvre aussi sur Avignon au mois d'octobre pour accompagner des opérateurs aussi bien privés que publics dans cette transformation. Et là, il y a une nécessité d'accompagnement, comme ça a été évoqué par Frédéric Souchet tout à l'heure, de bien anticiper pour faire en sorte que, effectivement, ça soit efficace demain dans le côté opérationnel, parce qu'il faut que ces contenants, ces bacs, qu'ils soient en inox ou en verre, soient toujours bien présents pour réussir à servir au quotidien en fait les élèves. Donc ça nécessite aussi de mettre en œuvre ce qu'on appelle des jeux, pour une raison toute simple, c'est que jusqu'à présent on était sur de l'usage unique. Donc en fait on avait un contenant qui finissait comme déchet. Là on est dans le réemploi. Donc on a une nécessité de faire rouler en fait en économie circulaire des contenants. Et donc il faut avoir un certain nombre de jeux pour se dire que y en a un qui est en production, il y en a un autre qui est en train d'être utilisé en satellite, il y en a un autre qui est dans le stock qui sera utilisé demain. Et puis s'il y a un opérateur, il peut y avoir aussi un jeu supplémentaire s'il y a un opérateur, si le temps de traitement de l'opérateur n'est pas suffisamment court pour éviter des jeux supplémentaires. Oui, merci pour ces premiers éléments de réponse, François. Est-ce que tu souhaites que je mette une slide justement particulière? Oui, alors la suite, c'est effectivement un point qu'on a déjà un petit peu évoqué, c'est la conduite du changement, puisqu'il faut effectivement accompagner les équipes, que ce soit des équipes internalisées quand c'est une commune qui réalise la totalité des éléments, ou quand c'est plusieurs opérateurs. On en a évoqué quelques-uns tout à l'heure, évidemment, sur l'aspect de la production en tant que telle et les impacts que ça peut présenter, mais évidemment sur la partie des satellites aussi, puisque ça change des choses. Monsieur Souchet l'a bien évoqué tout à l'heure par rapport aux espaces, et donc c'est forcément aussi assez déterminant. Pour répondre à un élément du chat, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup effectivement des crèches et des scolaires, puisque aujourd'hui, les éléments sont très déconcentrés. C'est-à-dire qu'on est municipalité par municipalité, à part quelques cas comme le Ciresco, où là, on est très, très important, il y a beaucoup de communes. Mais pour les lycées et les collèges, les choses sont assez différentes, puisque c'est une seule entité qui mène en fait une politique par rapport à différents satellites que sont les collèges et les lycées, et qui très souvent en fait opèrent par elles-mêmes directement sur place. On n'a pas un point de production et des points de consommation. En fait, tout ça est regroupé, mais en fonction des départements, en fonction des régions, les choses peuvent être aussi différentes. Et nous, on travaille déjà aujourd'hui avec et des départements et des régions qui ont besoin, par exemple, d'avoir un laveur externalisé. Ok, très clair. Est-ce que tu souhaiterais peut-être nous partager une des expérimentations peut-être d'usage justement opérationnel sur le sujet? Je pense qu'il me semble que juste après, il y a quelque chose à ce sujet. Oui, je veux bien que tu passes le slide suivant. Donc là, c'est pour comprendre en fait les approches qui sont celles du lavage interne et du lavage externe. Évidemment, comme ça a été évoqué tout à l'heure, il y a des impacts qui sont très importants et une compréhension qui est nécessaire de comment on va réussir à faire la chose la plus importante qui est la maîtrise sanitaire, puisque c'est ça qui guide en fait toutes les mises en œuvre, c'est de faire en sorte que le réemploi ait toujours bien la bonne maîtrise sanitaire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est celui sur qui fait quoi et qui dépense quoi. Quand on est sur un lavage sur satellite, évidemment, on a une problématique majeure, c'est que tous les éléments qu'on va mettre en œuvre en termes de fluide, donc de l'eau, des produits lessiviels, ils vont se faire à petite échelle et non pas à grande échelle. Même si on est sur un gros groupe scolaire, on reste à petite échelle. Et donc, évidemment, c'est très différent si on le fait de façon beaucoup plus généralisée, beaucoup plus industrialisée, quand on est sur, cette fois-ci, des tunnels de lavage et donc une capacité d'aller beaucoup plus loin. Et puis, de la même façon, évidemment, on a une problématique d'homogénéité du lavage, puisque les équipements sur satellite ne sont pas les mêmes. Et on a aussi, évidemment, un élément important qui sont les équipes qui sont directement impliquées.
Si on regarde de l'autre approche, qui est celui entre lavage cuisine centrale et lavage externalisé, eh bien évidemment, le lavage externalisé va s'appuyer sur des outils de lavage qui sont véritablement dimensionnés pour fonctionner potentiellement 24 heures sur 24, et aussi des équipes dont c'est le métier unique et plein. Ce qui veut dire que pour nous, opérateurs de lavage externalisé, c'est d'être en capacité d'investir pour protéger ces équipiers dans leur travail, et notamment pour tenir compte des risques de TMS, avec pour certains cas des contenants qui peuvent être assez lourds, et donc il peut effectivement nécessiter d'avoir des préhenseurs, d'avoir des tables à niveau constant, etc., pour être en capacité de bien le faire. Et puis le cœur du sujet, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, évidemment, en termes d'impact financier, c'est d'être en capacité d'être mieux disant que des solutions qui ne vont pas tourner tout le temps. Même dans une cuisine centrale, eh bien, en fait, le tunnel de lavage ne sera jamais utilisé à 100%. Et donc, les investissements qui sont réalisés ne pourront pas être pleinement et totalement rentabilisés, comme ça pourrait être le cas avec un lavage externalisé qui est dédié en termes d'activité. Ok, très clair. On pourra également vous partager ces éléments qui sont riches d'informations après le webinaire, à savoir qu'une rediffusion sera disponible également. Et je pense que tu avais une dernière slide, François, qui récapitule justement les actions de usage. Donc, au-delà même des actions, hein, c'est plutôt effectivement le positionnement de l'entreprise. Comme vous l'avez compris, le sujet majeur, c'est d'utiliser des outils de lavage mutualisés entre différentes activités. Donc, c'est ce que vous apercevez en bas. Et désolé s'il y a un petit défaut de présentation, mais aujourd'hui, on travaille aussi bien de la restauration collective que de la restauration commerciale, qu'avec des industriels de l'agroalimentaire, que de la distribution. Et en fait, le sujet majeur pour l'entreprise usage, c'est de proposer ce lavage et donc d'être en capacité d'être dans le réemploi. Donc, c'est vrai que sur la partie de la restauration scolaire, l'objectif, c'est d'assurer le lavage des bacs, des caisses, des éléments qui vont servir effectivement pour faire ce réemploi du scolaire, parfois du stockage, parce que notamment dans les périodes hors scolaire, eh bien, il faut bien mettre quand même ces bacs quelque part. Et donc, comme l'a évoqué Frédéric Souchet, il y a des cuisines centrales qui n'ont pas d'espace de toute façon. La location du matériel, donc ça c'est plutôt destiné à des acteurs privés qui ne veulent pas en fait se lancer dans des investissements très lourds. Et donc là, nous, on est en capacité de prendre en charge ces investissements et les refacturer sous forme d'usage. Et puis la traçabilité, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui est évidemment extrêmement importante pour protéger cette matière et cet actif. Et donc le deuxième élément, c'est du conseil, puisque aujourd'hui on a de l'expertise effectivement dans ce domaine, avec les différentes expériences qu'on a menées dans le cadre du programme Récolim comme évoqué, mais qu'on a fait aussi avec l'Alsacienne de restauration à Strasbourg. En ce moment, on fait une mission pour la ville d'Angers. Voilà, on a un certain nombre d'exemples comme ça qui nous permettent d'avoir effectivement le bon niveau d'expertise sur le sujet. Merci beaucoup François pour ces derniers éléments. Alors, donc nous sommes dans les temps, il nous reste 15 minutes ensemble pour ce webinaire et justement, on voudrait prendre ce temps, comme on l'a dit au début, pour échanger avec les participants. On a déjà, on compte pas mal de questions très intéressantes qu'on peut faire remonter à la fois à M. Souchet et M. Satin. Donc, ce que je propose, c'est que Pierre prenne la main pour cette dernière partie et puisse faire remonter les questions des participants aux intervenants qu'on remercie encore d'avoir été disponibles cet après-midi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Tissa. Merci à Frédéric et merci à François. Du coup, peut-être une première question de Claire Savage de la ville d'Antony, sans doute à destination de François. À partir de combien de repas par jour est-il intéressant financièrement d'externaliser le lavage? Est-ce que tu as des éléments de réponse? Alors, j'ai forcément des éléments de réponse, mais en fait, c'est un tout petit peu trop caricatural de s'intéresser uniquement en fait à l'aspect de la volumétrie, puisque, comme ça a été évoqué, on a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et si je prends un paramètre très simple, qui est celui du stockage, qui paraît un peu anecdotique, mais qui peut être central. Si de toute façon, je n'ai pas la capacité de stocker, comment je m'organise? Est-ce que je peux aller chercher des mètres carrés supplémentaires pour malgré tout le faire? Et ce sera la même chose pour être en capacité éventuellement de mettre en œuvre un système de lavage internalisé. Donc en fait, le seul critère du volume n'est pas suffisant. Évidemment, quand on va être avec des volumes extrêmement faibles en termes de nombre de repas servis par jour, on ne sera pas pertinent. Pourquoi? Parce que
il y a un élément qui est très différent entre ce qui est fait en interne et ce qui est fait en externe, c'est la logistique. Et donc, ça nécessite effectivement de déplacer cette matière. Comme je l'évoquais tout à l'heure dans la vidéo, il faut être logique par rapport au déplacement. Quand je vais déplacer 2500 bacs tous les jours, je peux me permettre de faire de très grandes distances parce que le coût de ce transport va être amorti et l'impact environnemental aussi va être amorti. Si maintenant je dois reprendre plutôt 250 bacs et que je le fais tous les jours, ça va être difficile de l'amortir si je dois faire 75 km. Mais si j'en fais 15 ou si j'en fais 10, eh ben, ça peut tout à fait effectivement être quelque chose qui est cohérent. Donc malheureusement, on ne peut pas être aussi binaire, j'oserais dire, sur ces éléments. Après, on apportera des éléments de réponse avec notamment M. Souchet, et puis le CIREC et le Civuresque dans les semaines qui viennent, puisqu'on a fait réaliser à un cabinet qui s'appelle Bleu Safran une étude d'impact qui va permettre aussi de donner des éléments de contractualisation, de compréhension effectivement sur ces éléments, même si la loi s'impose à tout le monde. Pour autant, c'est intéressant de comprendre entre ce qu'on opère pour la plupart des cantines de taille en barquettes plastiques et ce qui se fera demain en durable, et bien d'avoir quand même des repères importants sur le sujet. Ok, merci François, très clair sur ces éléments de nuance, évidemment, et la complexité, on le sent bien, les différents paramètres qui jouent pour pouvoir faire les choix pertinents. Peut-être une nouvelle question de Claire Savage de la ville d'Antony, peut-être à Frédéric Souchet. Donc, combien de jeux de roulement en vaisselle et bac inox sont-ils nécessaires en cas de sous-traitance du nettoyage? C'était la première. Votre micro est coupé, Frédéric. Ah oui, il va falloir remettre le micro. Combien de jeux de roulement en vaisselle et bac inox sont nécessaires? Oui. À minima 5. Pour être très confort, 7. Là, je conseille 6. Voilà. Nous, on est parti sur 6. Donc, ce n'est pas anodin. Hein. En termes d'investissement, c'est juste pas anodin. Voilà. Et peut-être pour compléter la question, la livraison est-elle faite? Est-ce que la livraison est faite en cuisine centrale? Ah oui, c'est ça l'objectif. Alors, quand on opère directement son lavage en interne, on lavage en interne, évidemment, mais il faut s'organiser pour être en capacité de pouvoir passer la charge totale entre le moment où on le récupère, qui est souvent plutôt en début, milieu d'après-midi, et le moment où on a besoin effectivement de ces bacs, qui est forcément très tôt le matin, pour des productions qui seront servies le surlendemain. Et donc, c'est un élément qui est extrêmement important, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est aussi une question d'organisation. On est dans l'ordonnancement. Ça veut dire que si on veut effacer un jeu de bac, ça nécessite d'aller vite dans le traitement et vite dans la remise à disposition pour l'opérateur effectivement de restauration. Ok, très clair. Peut-être une question d'Anne Forêt, d'Anthony, qui nous demande, avez-vous chiffré donc du coup plutôt sur les impacts, avez-vous chiffré tous les impacts de la solution bac inox, les impacts environnementaux, sur le personnel, sur la sécurité alimentaire, par rapport aux autres barquettes, notamment on entend beaucoup parler des barquettes biocompostables. Est-ce que vous avez chiffré les impacts et qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être quelques éléments à retenir, peut-être des éléments d'actualité sur les barquettes biocompostables? Vous voulez commencer, Frédéric? Oui, je veux bien. Ouais. Tout d'abord, on a un vrai doute aujourd'hui. Ce n'est pas totalement clair, mais on a un vrai doute sur la possibilité de pouvoir servir du biosourcé au 1er janvier 2025. La tendance, en tout cas les premiers rapports, notamment du Centre national de l'alimentation, et après ça ira au CNRS et ça remontera aux législateurs, nous dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de biosourcé qui ne soit pas un plastique. Donc là, pour le coup, il semblerait que l'ensemble des biosourcés sont dans la case plastique et donc rentrent dans la loi Egalim, donc la question ne se pose plus. Mais si on admet encore qu'il va y avoir, un coup de forcing par peut-être les industriels et que le biosourcé sera donc le biosourcé qui a un usage unique qui va pouvoir être utilisé. Aujourd'hui, vous trouvez la différence entre le polypropylène et le biosourcé. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus cher. Bon, je vois que plus le temps passe, plus les mois passent, plus ça augmente. Hein. Donc, on était grosso modo à une barquette à 5 centimes, à 3-4 centimes par portion. Aujourd'hui, on est en biosourcé à peu près à 10 centimes par portion.
et tous les jours qui passent, ça augmente un petit peu. On n'est pas du tout dans cette dimension-là sur le réemployable. Le réemployable, il va falloir compter 2 à 3 fois plus cher. Hein. Qu'on se le dise. Hein. Mais ça répond à une question de Michel Garry de Relais Malmaison. Est-ce qu'il y a une idée de l'écart financier entre le passage de l'usage unique, les barquettes biocompostables et l'inox réemployable du coup? Alors, est-ce qu'on peut comparer véritablement les prix unitaires non, à un instant T? C'est peut-être un mode de calcul différent. On ne pourra jamais comparer vraiment les choses parce que si on met tout sur la table, est-ce qu'on a déjà calculé le coût du recyclable de la barquette polypropylène ou demain le coût du recyclage de la barquette biosourcée? Eh ben non, personne ne l'a absolument jamais fait parce que c'est pas fait. Donc c'est simple. Mais et puis quel est le poids? Quel est le poids et l'impact environnemental et en termes de santé publique, demain, combien ça va coûter? Ben ça, on ne sait pas le faire. On a tous, au fond de nous-mêmes, en tant que citoyens, une vague idée de se dire finalement, peut-être qu'en termes de santé publique, peut-être que les perturbateurs endocriniens en termes de santé publique, mais c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ça, au sein de nos collectivités, au sein des cuisines centrales, on ne le calcule pas. François, je me dis que c'est une question qui revient très souvent. Oui, c'est une question qui revient très souvent et je vais abonder dans le sens de Frédéric en disant que le sujet numéro 1, c'est appréhender en fait le coût complet. Et en fait, personne aujourd'hui regarde le coût complet et aujourd'hui la situation, c'est juste effectivement de regarder la dépense qui dépend de l'opérateur de restauration. Il achète effectivement un produit à usage unique et pour autant la collectivité, elle a une charge en l'occurrence qui est celle du traitement de ses déchets. Et malheureusement, on ne fait pas ces additions. Là, je l'ai fait de façon très simple, mais il faut bien imaginer que c'est beaucoup plus complexe et qu'il y a plein d'endroits où effectivement il y a des effets. Et donc, il y a cette nécessité de bien tout appréhender. Je renforcerai un peu le sillon évoqué par Frédéric Souchet tout à l'heure sur le CNA. Hein. Le CNA a fermé le banc. Hein. C'est-à-dire que ne croyez pas à l'utilisation de l'usage unique après 2025. Il n'y a pas de solution autre que des solutions durables, effectivement, pour respecter la loi Egalim. Peut-être qu'il y aura effectivement des évolutions technologiques qui laisseront la porte ouverte à d'autres possibilités, mais à date, il n'y a pas d'autre solution. Donc, globalement, le vrai sujet, c'est de réussir à passer au réemploi, globalement et très majoritairement sur des bacs inox et de façon un peu plus confidentielle, potentiellement, dans certains cas, pour des bacs verts éventuels. Est-ce qu'on peut éventuellement orienter vers une étude sur cette notion de coût complet, peut-être déjà le rapport ou la note du CNA justement? Alors, la note du CNA, effectivement, elle est consultable. Après, il y a ce qu'a fait Frédéric il y a quelques semaines maintenant, aussi en réunion publique, et qui était très intéressant. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, nous, on publiera sous couvert d'organisation avec le CIVURESC, le CIREC et le CIRESCO, une étude avec Bleu Safran, effectivement, sur des éléments de comparaison, et donc qui permettront aussi de prendre un petit peu de hauteur sur le sujet. Alors, moi, pour compléter, effectivement, sur le site du CIRESCO, vous pouvez regarder le débat public qui a eu lieu, je ne sais plus. Le 3 mai dernier. C'était il n'y a pas longtemps, auquel il y a des scientifiques qui expliquent clairement ce qu'est un biosourcé, ce qu'est des métaux, etc. La deuxième chose, c'est que l'association Agores a déjà sorti un livre blanc sur les plastiques et va sortir un tome 2, j'espère, avant la fin de l'année civile pour donner des idées. Et je pense qu'on abordera les coûts de production supplémentaires que ça occasionne. Je pense que c'est plus simple pour tout le monde parce que c'est une question fondamentale, même si on l'a bien vu, il n'y a qu'une solution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution à part le réemploi. Actuellement, nous n'en avons pas d'autre. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faudra passer par l'inox ou éventuellement le verre. Peut-être qu'au 1er janvier 2025, il y aura un autre substitut, mais à l'instant T, il n'y en a pas. Donc voilà, Agores. Et puis, il y aura également,
puisque nous sommes, Siresco est membre de l'association Agores, mais aussi membre de l'association Restoco, où on travaille aussi également avec eux et on fera peut-être un partage d'expérience. En tout cas, nous sommes un établissement public, on rendra public toutes nos études au fur et à mesure qu'on les ait. Merci pour cette transparence. Je pense qu'elle est importante pour tous les acteurs qui se posent ce type de questions. Et puis, ce que je vous propose, c'est de suivre ces actualités régulièrement sur la plateforme grandpariscirculaire.org. On n'hésitera pas justement à suivre ces différents éléments et à poster régulièrement des éléments qui viendront compléter et préciser et peut-être finir de convaincre chacun sur l'opportunité de passer au réemploi. Et du coup, ça me permet de faire, de passer la main à Stéphanie Morisset pour peut-être le mot de conclusion. Et merci encore pour vos questions. Merci beaucoup, Pierre. Juste un petit retour d'expérience de la métropole dans le cadre du programme achat. La question du coût, c'est comme pour toutes les études d'impact, la réponse principale, c'est ça dépend. L'impact logistique, ça dépendra de la configuration, de l'endroit, du nombre de cuisines, du nombre de repas, etc. Donc, je sais que c'est une demande régulière et bien naturelle de toutes les collectivités. C'est compliqué de faire une réponse généraliste qui soit pertinente pour tous. Néanmoins, on s'engage à deux choses. D'une part, à répondre à toutes les questions non traitées posées dans le chat. Je reprendrai contact avec vous par email après avoir échangé avec les intervenants. Et par ailleurs, comme Pierre le mentionnait, la vidéo de rediffusion de ce webinaire, la vidéo de visite de site d'usage en version longue sera disponible sur grandpariscirculaire.org, ainsi que de nombreuses ressources complémentaires, des rapports, aussi un catalogue de formations du CNFPT qui sont disponibles sur tous les sujets agroalimentaires. On aura le plaisir de vous retrouver bientôt pour un second webinaire. Et là, d'un coup, j'ai un blanc sur la date. Pour le 6 juillet, merci beaucoup. Le 6 juillet sur la thématique de la réparation et du reconditionnement. Et le troisième webinaire de notre série visite à distance, a priori toujours, sera sur le bâtiment et le réemploi. Un grand merci à tous pour votre écoute active et votre participation. Encore merci aux intervenants. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Très bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci Stéphanie, merci François, merci Frédéric et Tissa pour l'organisation. À très bientôt. À bientôt, au revoir.